Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du libéralisme au travers du roman d'Ayn Rand, Atlas Shrugged, La Grève en français, publié en 1957, qui est aujourd'hui considéré comme l'une des œuvres les plus emblématiques sur la question du libéralisme et de l'entreprise individuelle. Le titre Atlas Shrugged en anglais est inspiré de la figure d'Atlas dans la mythologie grecque. Dans le mythe, Atlas est un titan condamné à porter le ciel sur ses épaules pour l'éternité. Cette image d'Atlas portant le poids immense sert de métaphore pour désigner les individus productifs et créatifs de la société, les entrepreneurs, les inventeurs, les innovateurs, qui portent tout le poids et aussi tous les risques économiques de l'entreprise sur leurs épaules. L'idée du haussement d'épaule, to shrug en anglais, est une métaphore faisant référence à ce qui se passerait si ces individus, les entrepreneurs, les innovateurs de ce monde, décidaient de cesser de jouer au jeu et de contribuer à une société qui les prend pour acquis en leur imposant un fardeau fiscal insoutenable et des règles bureaucratiques tout aussi pénalisante. Dans le roman d'Ayn Rand, le personnage de John Galt, dont on parlera, et d'autres entrepreneurs se mettent en grève, se retirent d'une société qu'ils jugent injuste envers les entrepreneurs et un système qui ne fait qu'exploiter leur énergie au profit de politiques collectivistes. D'où le titre français du roman, La Grève, mais cette fois-ci une grève des entrepreneurs, des innovateurs, des cerveaux. Et c'est ce qui rend la vision d'Ayn Rand intéressante. On est collectivement habitué aux grèves des travailleurs, des salariés, des ouvriers, des cheminots, mais on n'a jamais vécu une grève des cerveaux, une grève des chirurgiens cardio-thoraciques, une grève des dentistes, une grève des informaticiens, une grève des ingénieurs réseau. Imaginez par exemple une grève de tous les ingénieurs réseau, ça serait intéressant ça. Et on pourrait imaginer les conséquences sur le fonctionnement au quotidien de la société. Et la raison est que la grève des cerveaux se fait autrement, se fait différemment. La raison pour laquelle on n'a pas des manifestations d'ingénieurs réseau et de chirurgiens dans la rue, c'est que la manifestation ou la révolte des cerveaux se fait autrement. L'entrepreneur, l'innovateur déteste le collectivisme par essence. Et la grève est un mouvement collectif. Pour faire la grève, une mentalité collective est nécessaire, ce qui est, vous l'aurez compris, pas trop le cas des chirurgiens cardio-thoraciques. Et donc, la façon qu'ils ont de faire la grève, c'est de partir. C'est ça qu'on appelle la fuite des cerveaux. Vous avez compris que le cerveau ne va pas s'amuser à manifester dans la rue comme un débile avec une clope au bec, une canette de bière à la main et un sandwich merguez. Il sait qu'il vaut mieux que ça. Ça, c'est un truc d'ouvrier. La manif où tu sors gueuler avec ta clope au bec, la bière. J'hallucine à chaque fois, je vois des gens manifester dans la rue. Ouais, le frigo est vide, le 15 du mois. Oui, bah arrête de fumer, arrête de boire. Peut-être que tu pourras mettre des choses plus nutritives dans ton frigo. Et ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, c'est en réalité la grève des innovateurs, des entrepreneurs, des gens qui réfléchissent. C'est comme ça qu'ils se révoltent. Ils sortent pas manifester dans la rue, ils partent. Ils savent qu'ils valent bien mieux que ça, donc ils partent. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs dans le roman d'Ayn Rand. Tous les innovateurs, les chefs d'entreprise se mettent à disparaître mystérieusement en abandonnant toutes leurs affaires avec à leur tête le fameux John Galt, qui est quelque part le leader de cette révolte, de cette rébellion. Et pourquoi ce roman nous paraît autant d'actualité plus d'un demi-siècle plus tard ? Eh bien, c'est parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cette fuite des cerveaux, cette envie de partir que connaît la France aujourd'hui, par exemple, la Russie l'a connue après la révolution bolchevique. Ce que raconte Ayn Rand dans son roman n'est que l'adaptation de ce qu'elle a vu en Russie, elle, d'origine russe, qui a grandi à Saint-Pétersbourg, après l'arrivée au pouvoir des bolcheviks. Cette asphyxie autoritaire que l'entrepreneur français, par exemple, subit aujourd'hui par la fiscalité, par la bureaucratie qui le pousse à partir, le russe l'a connu en 1917, en 1920, en 1930. Et finalement, par ce roman, Atlas Shrugged, ce que fait Ayn Rand, c'est prévenir l'Occident de ce qui risque d'arriver si on prend le chemin des Russes, si on prend le chemin des collectivistes, si on prend le chemin des communistes.
Ce qui va se passer, c'est que les cerveaux les plus brillants, les gens qui réfléchissent un peu, vont se barrer. Quand tu es un homme brillant, tu ne laisses pas une petite gauchiasse, une demi-merde, décider de ton avenir. Tu prends ta valise et tu te barres. Et c'est la question philosophique la plus importante à se poser dans nos social-démocraties européennes vieillissantes et dégénérescentes, et donc de plus en plus gourmandes fiscalement. L'entrepreneur prend tous les risques, il investit ses économies, il hypothèque sa maison, et sa seule motivation, c'est de récolter les fruits de son travail, les fruits du risque qu'il prend. Lorsqu'on dit « l'entrepreneur est trop payé », ce n'est pas vraiment le cas. Il rémunère son risque, parce que lorsqu'il échoue, il n'a rien. Il est bien moins protégé que le salarié. Donc la rémunération élevée permet de rémunérer le risque et de rendre l'aventure intéressante pour lui. Personne ne prend le risque d'hypothéquer sa maison et de se retrouver à la rue pour gagner un SMIC, même si c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup prennent ce risque et au final ne gagnent rien. Entreprendre, c'est dur, c'est très dur. Et c'est d'ailleurs pour ça que très peu le font. Certains disent il faut être fou pour être entrepreneur. Quand tu vois la sécurité du salarié, quand tu vois à quel point c'est pépère, tu as juste à te lever, à aller au bureau, faire ce qu'on te dit de faire de 9h à 17h ou de 9h à 18h, rentrer chez toi le soir et le chèque tombe. Tu compares ça au risque que prend le gars qui a tout mis, tout, ses économies, tout ce qu'il avait. Et quand ça suffit pas, il met sa maison en jeu pour que la banque lui prête. Et il est même pas sûr d'y arriver. Et il dort tous les soirs en se disant « cette maison, un jour, je vais peut-être la perdre ». Vous pensez que ça, c'est du niveau du risque que prend le salarié qui se lève tous les matins pour aller travailler? Et je dis pas que le salarié est inutile. Le capitaliste, le chef d'entreprise, celui qui met le capital en jeu, a besoin du salarié, il a besoin des petites mains. Les deux sont nécessaires. Je dis simplement que les risques que prennent l'un et l'autre ne sont pas les mêmes. En anglais, on dit, il y a une phrase qui résume tout, c'est high risk, high reward, et low risk, low reward. Risque élevé, gratification élevée, risque bas, gratification basse. Le risque du salarié est bas, c'est pour ça qu'on le paye peu. Il a un salaire assuré à la fin du mois. Le risque de l'entrepreneur est élevé. Parfois, un entrepreneur a 3-4 ans dans sa vie pour capitaliser. Il a une chance, par exemple, inouïe, avec un produit génial. C'est la chance de sa vie. Ou par exemple, on lui offre 1 million pour racheter son entreprise. C'est la chance de sa vie. Il se peut que s'il refuse de la vendre à ce moment-là, cette chance ne reviendra plus jamais. L'entrepreneur a quelques fenêtres de tir pour capitaliser dans sa vie. Il a peut-être quelques années où des choses exceptionnelles peuvent se passer. S'il rate cette fenêtre de tir, c'est fini. Et c'est pour ça que l'entrepreneur se rémunère, il se rémunère autant qu'il peut, parce qu'il ne sait pas s'il pourra le faire l'année prochaine, l'année d'après, dans 10 ans. Le salarié n'a pas ce problème. Le salarié, il est en bas de l'échelle, il a son salaire, aussi petit soit-il, garanti. L'entrepreneur va se verser 100 000 euros, mais il n'est pas sûr de pouvoir le faire l'année prochaine, l'année d'après. Il n'est pas sûr, il le fait, peut-être que l'année prochaine ça sera bon et il fera pareil, peut-être qu'il se payera plus et peut-être qu'il ne se payera pas. Il y a des gens qui ne se payent pas pendant 2 ans, 3 ans. Le salarié, il n'a pas ce problème. Son revenu est lissé sur 20 ans, 30 ans, il fera la même chose jusqu'à la retraite, en général. Risque élevé, gratification élevée, risque bas, gratification basse. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'injustice dans la vie. La vie rémunère votre risque. Mais vous avez compris que si par la taxation, le fardeau fiscal, l'entrepreneur ne gagne rien à la fin, à quoi bon entreprendre? Autant aller travailler comme un salarié si c'est pour gagner la même chose au final et sans le risque, avec les assédiques, avec la sécurité de l'emploi, etc. Et beaucoup de gens, de plus en plus, font ça. Je ne compte pas le nombre de personnes autour de moi qui sont retournées au salariat. Des gens qui avaient leur cabinet d'architecture qui sont retournés au salariat parce qu'ils ne peuvent pas. Ils sont beaucoup trop taxés, ils prennent beaucoup trop de risques pour au final avoir la même rémunération d'un salarié dans un cabinet d'architecture pépère. Voilà le problème de l'Europe et voilà le problème de la taxation. Quand le fardeau fiscal est trop important, trop lourd, l'entrepreneuriat n'en vaut plus la peine. Si c'est pour gagner la même chose,
Autant aller bosser en tant que salarié, tu fais tes 9h, 18h ou 9h, 17h, tu rentres le soir et voilà, roule ma poule. Si tu te fais licencier, tu as 2 ans d'ACDI, que tu touches 75% de ton salaire pendant 2 ans, quasiment le risque zéro, quoi. Et la question que pose Ayn Rand dans son roman, déjà en 1957, est la suivante. Que devient une société où on décourage l'entreprise individuelle par la taxation et la bureaucratie? Et moi, j'ai la réponse. Ça devient la France et l'Europe d'une manière générale. Imaginez qu'aujourd'hui, l'Union européenne, avec près de 500 millions d'habitants, est tellement à la ramasse dans l'innovation qu'elle n'a même pas été capable de créer un réseau social. On n'a même pas un navigateur Internet européen, contrairement aux Américains, aux Chinois, aux Russes. Aujourd'hui, tout ce qu'on utilise est américain. Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, voilà ce qui se passe lorsqu'on tue les innovateurs. Je me suis fait cette réflexion l'autre jour en regardant mon matériel, le matériel avec lequel j'enregistre ce podcast par exemple. Et j'ai réalisé la chose suivante. Je n'utilise pour produire mon contenu aucune technologie française ou européenne. Aucune. Tout mon matériel est américain. Et je ne l'ai pas fait volontairement, c'est juste que l'Amérique produit tout, quasiment toute l'innovation est américaine, l'Europe ne produit plus rien. Et je vais vous faire une liste pour appuyer mes propos. Le micro avec lequel j'enregistre ce podcast est un Shure, S-H-U-R-E, la meilleure marque de micro au monde. Cette marque est américaine. Mon ordinateur est un Apple, marque américaine. Les logiciels que j'utilise pour enregistrer, éditer, sont Adobe Audition et Adobe Premiere, des marques américaines. Je publie sur YouTube, encore un réseau américain. Je publie sur Patreon pour les podcasts exclusifs. Encore américain. Je reçois les paiements sur PayPal, Stripe, Visa, Mastercard, 4 systèmes de paiement, tous américains. La seule plateforme non américaine que j'utilise, c'est Spotify. Suédois. Vous imaginez le délire? Aujourd'hui, quand vous produisez des podcasts ou des vidéos, l'intégralité de votre matériel sera américain. On n'est pas foutu de produire un seul micro français, un seul ordinateur français. Même mon amplificateur de son est américain. Cloud. C'est un petit système de rien du tout, mais qui est génial pour améliorer la qualité sonore. Les gens me disent souvent, je trouve que le son est très très bon, il y a une très bonne qualité dans tes podcasts. Oui, tout ça, ça se travaille. Tu achètes du bon matériel, tu te renseignes, tu t'éduques, et tu arrives à faire un montage avec les bons câbles, les bons amplis, qui fait que ton son, au final, est de bonne qualité. Et tout ça est américain. On n'est même pas foutu d'avoir et de fabriquer un amplificateur de son qui est un truc bricolé avec quelques transistors, une caisse en métal, c'est pas la fin du monde. On n'est même pas foutu de faire ça en France. Voilà ce qui se passe lorsqu'on tue l'innovation. On n'est même pas foutu d'avoir un système de paiement. PayPal, Stripe, Visa, Mastercard, tous les gens qui reçoivent des paiements utilisent des systèmes américains. Vous imaginez à quel point on est largué? Voilà ce qui se passe lorsqu'un continent entier se met à taxer ses entrepreneurs. Il asphyxie l'innovation. Les entrepreneurs ne prennent plus de risques. Et ils ne font plus que du commerce à l'ancienne. Voilà le résultat. Aujourd'hui, en Europe, on a des entreprises. On a de très grandes et de très belles entreprises. Mais on produit de l'industrie du XXe siècle. On fait des voitures, des entreprises d'énergie, Shell, Total. On fait des sacs pour gonzesses. Ça, on sait faire, ça. Ça nous fait une belle jambe. Toutes les michetonneuses de la Terre se baladent en sac Louis Vuitton. Ah, ça, c'est bien, ça. On fait des pâtes à tartiner, Nutella. Ça, on sait faire. L'Union européenne ne fait que des industries ou ne produit que des choses complètement démodées du XXe siècle. Mais t'as compris que dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est pas avec Nutella et les sacs pour poufias qu'on va faire face aux superpuissances technologiques américaines et chinoises, mais surtout américaines. Et on a peu ou pas en Europe d'entreprises technologiques du niveau d'NVIDIA, par exemple. Il y a ASML peut-être, c'est peut-être la seule, c'est une entreprise de semi-conducteurs hollandaise. C'est peut-être le seul truc de très haute technologie qu'on a sur le continent européen.
Et finalement, Ayn Rand est assez visionnaire dans le sens où elle explique déjà dans Atlas Shrugged la situation que nous vivons aujourd'hui en Europe. Un découragement total de l'entrepreneuriat asphyxié par le fardeau fiscal. Et le tout amplifié par des politiques et une bureaucratie tentaculaire digne du parti central soviétique. En France, par exemple, environ 20% de la population active est constituée de fonctionnaires. 20%, soit environ 5,6 millions de fonctionnaires pour 67 millions d'habitants. Presque un fonctionnaire pour 10 habitants. En France, on a un fonctionnaire pour s'occuper de 10 habitants. Vous comprenez où est le problème. En Suisse, seuls 11% de la population active travaille dans le secteur public, soit 450 000 fonctionnaires pour 8,7 millions d'habitants, soit un fonctionnaire pour 20 habitants. Il y a 2 fois moins de fonctionnaires en Suisse. Et pourtant, la Suisse est mieux administrée que la France. Vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a 2 fois moins de fonctionnaires en Suisse, et la Suisse est mieux administrée que la France. Et la question est la suivante. Que font les fonctionnaires en trop qu'on a en France? Ils font quoi? La Suisse, c'est 2 fois moins de fonctionnaires pour un pays plus propre, plus riche, avec un meilleur niveau d'éducation, de santé, un meilleur système de retraite. Les fonctionnaires qu'on a en trop en France, ils font quoi? La réponse, vous la connaissez tous, cessons l'hypocrisie. Ils sont planqués. Ils ont un contrat à vie, c'est aussi la particularité du fonctionnaire français, il a un contrat à vie, hein. Tu rentres, t'es indéboulonnable. Tu peux jouer au billes toute la journée, il t'arrivera rien. Et la majorité attendent la retraite. Ils comptent les jours, ils ont tous le calendrier affiché sur le mur. Et je les ai vus, me racontez pas de sottises. J'avais fait des travaux dans un ministère, j'entrerai pas dans le détail, et j'ai vu les bureaux des syndicats. Ils branlent rien toute la journée. Tous les syndiqués, ils branlent rien. Ils avaient des bureaux flambant neufs parce qu'on avait fait les travaux, et toute la journée, ils étaient en train de jouer au solitaire sur leurs écrans. Je les ai vus. C'est pas un truc des on-dit où on m'a raconté, je les ai vus. Ne rien branler des après-midi entières. Je faisais la levée des réserves dans le bâtiment. Vous savez, quand on a fini les travaux, on passe pour voir s'il y a des malfaçons, s'il y a des choses à reprendre. Donc les bureaux étaient occupés et moi je passais faire la levée des réserves. C'est ce qu'on fait après la livraison d'un bâtiment. Et je les voyais tous. Ils ne foutaient rien des après-midi entières. Ils passaient du solitaire sur leur écran, ils jouaient aux jeux de cartes. Après, ils allaient prendre un café. Après, ils revenaient, ils refaisaient une deuxième partie de solitaire. Sidérant, c'est incroyable. T'en as même un qui a osé me dire, il me l'a dit fièrement, il m'a dit j'ai reçu un logement de fonction parce qu'il habite loin en fait, il habitait à Lille, pas si loin que ça d'ailleurs, mais il travaillait sur Paris. Donc ils lui ont donné un logement de fonction, un petit studio, mais il a dit je ne l'occupe pas. Alors je sais pas lui où il dormait, il a dit je ne l'occupe pas, peut-être j'ai sa copine, j'en sais rien. Et il avait donné le logement de fonction à sa fille étudiante. Donc sa fille venait faire les études sur Paris et elle occupait le logement de fonction de son père pendant que lui était ailleurs. Je ne sais pas où il dormait. Tout ça financé avec nos impôts. Et comme il est quasiment impossible de licencier les fonctionnaires en France, on met les gens au placard. Et on en connaît tous autour de nous. J'avais un ami qui était au placard. Il était dans la fonction publique et il me disait on n'a plus de travail à me donner, ils ne veulent pas lui donner du travail, ou parce qu'il était complètement décalé ou pas assez bon, j'en sais rien. Il lui donnait plus rien à faire. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il débarquait tous les jours, il allumait son ordi, il ouvrait son fichier Excel pour faire semblant de travailler, et après il regardait des vidéos YouTube. Il passait ses journées, histoire d'être payé à la fin. Et des gens comme ça, t'en as des milliers, des fonctionnaires au placard qu'on ne peut pas virer parce que dans le service public où on te donne un autre poste, on te transfère vers un autre département, mais tu restes sous contrat public. Donc, ils sont obligés de te trouver quelque chose. Et il y a des gens pour qui on n'arrive pas à trouver des choses à faire et on les met au placard. Ils occupent un bureau, ils sont là et puis voilà, ils pointent tous les matins, ils font un fichier Excel de temps en temps et ils sont payés. Voilà ce que font les fonctionnaires en trop qu'on a en France. Voilà pourquoi on a 2 fois plus de fonctionnaires pour des rues moins propres, des rues moins sécures qu'en Suisse, une santé moins bonne qu'en Suisse, une sécurité moins bonne qu'en Suisse. Tout est moins bon qu'en Suisse avec 2 fois plus de fonctionnaires. Résultat des courses,
que devient la France et que devient la Suisse? Des centaines de milliers de frontaliers français vont travailler en Suisse, alors qu'il n'y a aucun Suisse qui vient travailler en France. Il n'y a aucun Suisse qui rêve du CDI français à 1 700 € par mois. Voilà le bilan des courses. Tous les Français veulent se barrer en Suisse pour aller bosser. T'as aucun Suisse assez fou pour venir travailler en France. Les seuls Suisses qui traversent la frontière, c'est pour faire les courses parce que c'est moins cher. Pour la Suisse, la France, comparativement, est un pays sous-développé. Hein. Ils nous voient comme les Africains de l'Europe, quoi. Le seul Suisse qui traverse la frontière, c'est ou pour acheter des trucs pas chers, ou il traverse la France pour aller en vacances en Espagne. Voilà ce qui se passe quand tu prends un pays incroyablement riche comme la France, que tu le bombardes, que tu le massacres de taxes, d'impôts, de bureaucratie française et européenne, parce qu'on a les deux couches maintenant. Même dans le bâtiment, c'était un truc infernal. On avait les normes françaises à connaître et les normes européennes. Le millefeuille administratif, c'est une folie, dans tous les domaines, y compris dans l'industrie. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est Ayn Rand? Ayn Rand naît Alisa Zionovievna Rosenbaum le 2 février 1905 à Saint-Pétersbourg, en Russie. C'est une philosophe, romancière et scénariste américaine d'origine russe. Elle a grandi durant la Révolution russe, un événement qui a fortement influencé ses idées politiques et philosophiques. En 1926, elle a émigré aux États-Unis, fuyant le régime soviétique qu'elle détestait profondément. Rand étudie la philosophie et l'histoire à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg avant de poursuivre une carrière d'écrivain à Hollywood. Elle devient célèbre avec ses romans The Fountainhead, dont j'ai longuement parlé dans mon podcast précédent, et surtout Atlas Shrugged, qui promeut sa philosophie appelée l'objectivisme, prônant l'individualisme radical, le capitalisme libéral et la défense de l'égoïsme rationnel. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que l'égoïsme selon Ayn Rand? Comment l'égoïsme peut être vertueux? Comment l'égoïsme peut être une bonne chose? Pour vous faire comprendre cette notion, je vais prendre l'exemple du logement privé par opposition au logement collectif social. Lorsque vous allez dans une zone pavillonnaire, notamment aux États-Unis, les fameuses banlieues américaines du type Desperate Housewife, où les propriétaires sont des individus de la classe moyenne supérieure, vous serez surpris de voir les pelouses impeccables, les maisons entretenues, les façades soignées. Pourtant, personne n'a jamais forcé ces individus à faire quoi que ce soit. Ni l'État, ni la ville, ni quelconque autorité. Personne ne les a forcés à arroser, tondre, entretenir leur pelouse, ni à peindre leurs fenêtres, ni à réparer leur toiture. Ce qui les a poussés à faire ça, ce qui les a poussés à faire que leurs maisons sont impeccables, ce sont deux forces invisibles. La première, c'est le marché, et la deuxième, c'est l'égoïsme. Le marché est la force la plus évidente à comprendre. Une maison mal entretenue perd de sa valeur, se vend mal, voire ne se vend pas du tout, surtout si les autres maisons du quartier sont de meilleure qualité en comparaison. La deuxième force, un peu moins évidente à comprendre, c'est l'égoïsme vertueux dont parle Ayn Rand. Cela existe d'ailleurs dans la culture populaire. Ne dit-on pas « charité bien ordonnée commence par soi-même ». C'est ça qu'on entend par égoïsme vertueux. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Cela signifie qu'on va entretenir sa maison, tondre sa pelouse, parce qu'on veut le meilleur pour nous-mêmes, pas pour la société, pas pour les autres, pas pour le collectif, pour nous-mêmes. On ne veut pas être la honte du quartier. C'est une question d'orgueil, de fierté, d'amour-propre. Une pelouse mal arrosée, une maison mal entretenue indique que tu es toi-même négligé, que tu es sale. Et c'est cet égoïsme individuel qui fait que chacun veut sa propre maison, qu'il entretient, qu'il aime, qu'il valorise, qui fait que l'ensemble devient agréable. Les banlieues américaines flamboyantes qu'on voit dans les films et les séries sont le résultat d'une somme d'individus égoïstes qui voulaient le meilleur pour eux-mêmes et leur famille et qui finissent par créer un collectif harmonieux. C'est la base même du libéralisme. Une somme d'individus responsables fait une société responsable et donc viable, voire agréable.
Pas besoin d'autorité supérieure, ni d'État, ni de gouvernement pour prendre le bâton et te dire arrose ta pelouse, fais la peinture, répare ta maison. Le privé n'a pas besoin de ça. Le propriétaire, il fait ses travaux, il entretient sa maison. Il n'a pas besoin d'un État central qui lui envoie un courrier recommandé pour lui dire faut que tu fasses la peinture. Il le sait. Il le fait parce qu'il ne veut pas que la valeur de sa maison baisse. Il le fait parce qu'il ne veut pas être la risée du quartier. Il le fait parce qu'il veut une belle maison pour lui, pour sa famille, pour ses enfants. Et par opposition, dans les barres d'immeubles collectifs du logement social, c'est le contraire qui se produit. Comme le lieu n'appartient à personne, et les parties collectives notamment, n'appartiennent à personne, tout le monde se fiche de tout. C'est ça qui se passe dans le collectif. Tout le monde se fiche de tout. Il y a de la pisse dans les escaliers, c'est pas moi, c'est les autres. Il y a une fuite au dernier étage, c'est pas moi, c'est le bailleur social, c'est à lui de s'en occuper. Le gazon de l'aire de jeu a été saccagé, massacré, c'est pas moi, c'est pas mes enfants, c'est les enfants des autres. Moi, mes enfants, ils sont bien, c'est les enfants des autres qui foutent la merde. On a chié sur les murs, tu montes comme ça dans les escaliers, tu vois une trace de merde comme ça sur le mur, ah, c'est pas moi, c'est les autres. Personne n'est jamais responsable de rien. C'est ça l'idéologie collective. C'est la planque idéale pour les branleurs. Personne n'est jamais responsable de rien. J'avais vu un documentaire qui parlait du problème des logements sociaux en France, qui montrait une famille où un gamin mangeait des cloisons en plaque au plâtre dans un HLM. Le journaliste rentre comme ça dans l'immeuble, il commence à filmer et il voit un gamin, il a bouffé les cloisons. Il y a des trous comme ça dans l'appart. Et il se trouve que le gamin avait une condition qui s'appelle le PICA. P-I-C-A. C'est un trouble de l'alimentation qui se caractérise par l'ingestion compulsive de substances non nutritives comme la terre, la craie, le plâtre, le métal ou même des objets plus inhabituels comme les cheveux ou le savon. Ne rigolez pas, c'est un vrai trouble alimentaire. Et le gars disait au journaliste, donc le père de l'enfant, regardez, le gamin mange du plâtre, il mange des cloisons en plâtre. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est ton fils, connard! Il parle du gamin comme s'il l'avait loué, comme si c'était pas à lui. C'est ton fils, connard! Il mange des cloisons en plâtre, ben tu t'en occupes, fais quelque chose! Mais le gars a tellement une mentalité collective, l'appartement ne lui appartient pas, c'est un truc gratos, et il pense que le gamin aussi ne lui appartient pas. Son fils, c'est pas à lui. Il considère son fils comme un truc qui appartient à l'État, comme le logement. Du coup, c'est pas son problème, c'est le problème de l'État. Voilà, il va dire au bailleur social, regardez, il y a un trou dans le mur, c'est le gamin qui l'a fait, faites quelque chose, occupez-vous de la maison et du gamin. Occupez-vous de tout d'ailleurs, moi si vous pouviez vous occuper de tout, occupez-vous de toute ma vie, de la naissance jusqu'à la mort, moi je veux rien faire. Ça c'est l'idéal du socialiste. Le socialiste, son rêve caché, son petit rêve secret, c'est de ne rien branler, de la naissance à la mort. L'État comme ça le prend au berceau, il fait tout jusqu'à la fin. Il paye ta naissance à l'hôpital et il te paye ton dernier centime de retraite. Et toi, entre les deux, tu vas pointer. Tu as une carte comme ça avec des trous et tu pointes. À pointer et tu reçois ton salaire. Ça, c'est le rêve gourmand du socialiste. Et les collectivistes négligent leurs propres enfants parce qu'ils considèrent que c'est à la collectivité de s'en occuper. Il y a des profs dans les banlieues qui sont choqués du comportement des parents pendant les réunions parents, élèves, enseignants. T'as des parents qui oublient le prénom de leur gamin. Ils savent plus comment s'appelle le gamin. Ils en ont une chier. Il en a 7, 8, 9, 10. Il sait plus comment s'appelle numéro 4. Comment il s'appelle lui, numéro 4, numéro 5? Viens ici. Numéro bis, viens ici. T'en as qui savent plus combien de gamins ils ont. Ils ont des gamins avec 2-3 femmes et ils savent plus le total. Ils ont arrêté de compter. En général, au bout du 5e, t'arrêtes de compter. 5, 6, 7, 10. C'est la même chose et de toute façon, ça sera tous des délinquants. T'as compris qu'il n'y a pas de chirurgien qui va en sortir. Et j'ouvre une petite parenthèse concernant le drame du logement social et du contrôle des loyers. Celui qui en parle le mieux, c'est un autre économiste libéral, Thomas Sowell, dans son livre Basic Economics. Franchement, c'est un livre que je vous recommande. Je vous mets le lien en description si vous lisez en anglais. Je pense qu'il est aussi disponible en français. Mais si tu es nul en économie et que tu n'as aucune notion, rien, zéro, walou, nada, que rien, tu sais même pas comment ça marche, offre-toi ce livre comme cadeau de Noël.
C'est vraiment la base pour comprendre qu'est-ce qu'un marché, qu'est-ce qu'une économie efficace, pourquoi le communisme crée autant de pauvreté et de misère. Thomas Sowell te dit tout avec des exemples, avec des anecdotes. C'est vraiment l'un des livres, c'est le meilleur livre de vulgarisation économique que j'ai pu lire. Et ça permettra à beaucoup de s'ouvrir un peu les chakras parce que je considère que le niveau en économie dans la population est désastreux. Et encore plus dans la population francophone. Quand vous regardez sur Internet, sur Amazon, les revues sur le livre en anglais Basic Economics, c'est plus de 2000, presque 3000. Et je suis en train de vérifier en même temps que je vous parle sur mon écran, c'est 4478 évaluations sur la version anglaise. Vous regardez la version française, vous savez combien il y a d'évaluations sur le livre Économie basique de Thomas Sowell ? Au moment où je fais ce podcast, il y a une évaluation. Une. Le monde francophone ne s'intéresse pas à l'économie. On aime la philosophie, on aime la politique, on aime s'astiquer le manche sur des idées, on aime les idées. Mais le concret, l'économie, le business, on est des brels intergalactiques. J'ai un ami originaire de l'Afrique francophone, il m'a dit, tu sais, j'en suis arrivé à un point où je ne regrette même pas la colonisation. Il me dit, tu sais ce que je regrette ? Il me dit, je regrette qu'on ait été colonisé par la France. Il me dit, quitte à être colonisé, et c'est véridique ce que je vous dis, il me dit, quitte à être colonisé, j'aurais préféré être colonisé par l'Angleterre. Au moins, j'aurais accès à l'anglais. Il me dit, je suis un putain de colonisé, je parle français, une langue dans le monde du business qui me sert à rien. Aujourd'hui, pour être compétitif, vaut mieux être nigérian que sénégalais. Vaut mieux être nigérian anglophone que sénégalais francophone. Le monde francophone, c'est le niveau 0 de l'économie de l'investissement. Un seul avis sur le Amazon.fr, sur le livre de Thomas Sowell. Un seul. Dans toute la francophonie, il y a un seul avis. Sur la version anglaise, 4478 évaluations. Alors, elle est sortie avant, bien sûr. Elle est sortie 10 ans avant, en 2014. Mais je vous garantis que sur la version française, même dans 10 ans, il n'y aura pas 4000 avis et des brouettes. Je pense que c'est un livre qui va finir avec 15 avis grand max. Parce qu'on ne lit pas. Tout ce qui est économie, on ne lit pas. Le français moyen, il va chercher Baudelaire. Ah, ça, il lit. La branlette intellectuelle, ça, il lit. Économie, investissement, il est allergique, ça ne l'intéresse pas. On adore se branler sur les fleurs du mal, ça, on s'astique le manche. Hein. Toutes les branleries littéraires, ça, oui, il y a 4000, 5000 avis sans problème. T'as des gens aujourd'hui, ils ont des livrets A, ils savent même pas que c'est des obligations françaises. Ils savent même pas ce qu'est une obligation. J'en ai fait tout un podcast sur Patreon pour en parler. Dans la section investissement, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo si ça vous intéresse. C'est un podcast d'1h30 pour expliquer qu'est-ce qu'une obligation. Qu'est-ce que tu as dans ton livret A vraiment ? Tu crois que c'est du cash ? C'est pas du cash, c'est de la dette française. Si la dette française saute un jour, ton livret A saute et ton assurance vie en euros saute. Les gens achètent des trucs, ils savent même pas ce que c'est. T'as ton banquier, il te dit « Oui, achète ça, c'est très sûr. » Moi, à l'époque, mon banquier en France, il me dit « Prenez une assurance vie en euros, c'est vraiment la sécurité, ça, vous risquez rien. » Ah bon, je risque rien, connard. Si l'euro saute, si la dette française saute, il se passe quoi avec mon assurance vie ? Tu peux me développer un peu le concept ? Tu te fous de ma gueule ? Je préfère largement acheter des actions Microsoft que ton assurance vie de merde. Je sais ce qui va se passer si ça saute. Je sais ce qui va se passer le jour où on déclarera que la dette française n'est plus remboursable. Livret A, assurance vie, toutes ces saloperies en euros, ça saute. Je dors beaucoup mieux la nuit en étant investi sur Microsoft, Apple, Johnson & Johnson qu'avec une assurance vie en euros. Mais ça, c'est un autre sujet, je pourrais vous en parler à l'occasion. J'essaierai de développer à l'avenir les sujets investissement sur YouTube. Je pense que ça intéressera beaucoup d'entre vous. On va monter un peu le niveau du YouTube game francophone pour tout ce qui est finance, investissement, argent, business. On va ouvrir un peu les chakras parce que c'est triste en fait, c'est triste. Quand tu vois les branleurs qu'on a pour parler d'économie dans le YouTube francophone, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. T'as des gens, ils m'envoient des vidéos, je donnerai pas les noms, hein, mais ils m'envoient des vidéos d'un tel ou d'un tel et ils me disent « Regarde, qu'est-ce que t'en penses ?» C'est de la merde. C'est de la merde. Tout ce que tu écoutes en français sur l'économie, tu chopes et tu mets à la poubelle. C'est de la merde. Les gens, ils te disent achète de l'or, achète des pièces, achète de l'argent. C'est ça leur solution à tout. Achète de l'or, achète des pièces en or. Et tu les mets où ? Tu les mets où ? Tu les mets dans ton cul ? Comment tu déménages avec des pièces en or ?
Ça te fait une belle jambe d'avoir mis sous ton matelas 100 000 euros d'équivalent pièces d'or. Tu fais comment pour déménager? Mais les mecs, ils sont tellement à la ramasse, ils ont tellement aucune notion sur l'argent, sur l'investissement, sur les outils du capital, que leur seule solution, c'est ça. Ah, mets du cash de côté. Ah, mais achète de l'or, achète des pièces, achète des crypto-monnaies. Ça, c'est bien, ça, les crypto-monnaies. Ah, j'en ai marre. Faut vraiment monter le niveau, les mecs. Il faut collectivement qu'on monte le niveau et qu'on s'intéresse aux vraies questions, à l'économie. Qu'on arrête un peu de s'astiquer la nouille sur les concepts théoriques. Et Thomas Sowell, dans son livre, parle de deux choses. Il parle du contrôle des loyers et du logement social en ces termes. J'ouvre là une grande parenthèse, on reviendra à Ayn Rand pour reprendre le fil. Mais c'est intéressant parce que ça se rejoint, on est toujours dans la même idée du libéralisme et du fonctionnement de l'économie. Thomas Sowell nous dit que le contrôle des loyers crée un immobilier de mauvaise qualité. Parce que celui qui rénove et entretient son logement le fait avec l'espoir qu'il peut augmenter son loyer et rentabiliser son effort. Dans une société où les loyers sont bloqués, comme en France par exemple, on a un plafonnement des loyers, tu ne peux pas mettre n'importe quel loyer. Du moins sur l'immobilier régulier, je ne parle pas du Airbnb et de la location court terme. Donc dans l'immobilier locatif normal, les propriétaires n'ont aucune motivation pour rénover et augmenter la qualité du service. Parce qu'ils ne peuvent pas augmenter le loyer. Pourquoi s'emmerder à faire des travaux? Ça donne un parc immobilier délabré. Par exemple, je ne vais pas rénover mon appartement. Il m'en reste un encore en France. J'attends que mon locataire parte pour le vendre parce que je ne veux plus rien détenir en France. Je vais le vendre parce que je n'ai aucun intérêt à rénover. J'ai fait le calcul, je vais faire 20 000 balles de travaux. C'est ce qu'il faudrait que je fasse pour que le logement soit intéressant, beau, agréable, refaire un peu le sol, la cuisine. Il faudrait que je mette au moins 20 000 balles de travaux. Sauf que je suis dans une zone où les loyers sont plafonnés. C'est-à-dire que je ne pourrais pas le mettre en location à plus de 900 euros par mois. Le tout avec une taxe foncière à 700 euros, avec des cotisations sociales de 17,2%, parce que même si je ne suis pas résident français, je paye des cotisations sociales sur l'immobilier parce que c'est un revenu jugé français. Donc tu mets tout ça bout à bout, sur les 900 euros, il ne reste rien du tout. Donc pour moi, ça n'a aucun avantage. Aucun avantage. Ça aurait eu un avantage si je pouvais faire des travaux, monter le niveau de l'appart, vraiment l'aménager dans des standards que je juge corrects, et je l'aurais loué à 1000 ou 1100 euros. Là, ça deviendrait à peu près intéressant financièrement. Mais le plafonnement des loyers fait que je ne ferai pas les travaux et que j'attends juste l'opportunité pour vendre l'appart. Et les 20 000 balles que j'aurais dû mettre dans les travaux, je vais les investir dans le marché américain. Je préfère beaucoup plus faire travailler mes 20 000 balles sur des entreprises américaines, Johnson & Johnson, Microsoft, Nvidia, Adobe, et j'investis souvent dans le matériel que j'utilise. Quand j'utilise quelque chose, j'investis dans l'entreprise parce que je comprends son utilité. Et 20 000 balles sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, je vous garantis que sur le marché américain, ça sera beaucoup plus efficace que sur de l'immobilier en France. Qui plus est, logement locatif, avec des gens que tu ne peux pas virer s'ils décident de ne jamais partir, avec les problèmes de squat. Aujourd'hui, le squat, c'est une épidémie en France. Tu as plein de gens qui ont perdu leur logement comme ça. Ils s'absentent quelques mois, tu as quelqu'un qui rentre, il change le compteur EDF, il ne peut plus sortir. Et ça, c'est la loi en France. Si quelqu'un rentre chez vous, s'il a le temps de changer l'abonnement EDF, j'ai dit le compteur, mais ce n'est pas le compteur, c'est l'abonnement. S'il change l'abonnement EDF et il le met à son nom, vous ne pouvez plus le sortir. Qui va investir dans ces conditions? Qui va mettre 200 000, 300 000 balles dans un appart pour se retrouver avec un squatter ou avec un locataire qui ne veut plus sortir? Résultat, le parc immobilier se dégrade. Les gens ne font plus de travaux, ils ne font plus confiance, ils ne louent pas leur appartement. Tu as des gens qui disent « moi je préfère laisser mon appart fermé, payer le crédit à la banque de ma poche et ne pas prendre le risque d'un locataire qui ne veut pas sortir, ou qui me le saccage, ou qui détruit, qui casse des choses, qui est négligent. Je préfère payer ça de ma poche, ça me reviendra toujours moins cher que de le louer. »
Premier point sur la question de l'État qui contrôle les loyers et qui impose des règles à la défaveur du propriétaire. Le parc immobilier se dégrade. Sowell dit aussi que la réalité de beaucoup de propriétaires, c'est que c'est souvent des gens de la classe moyenne qui essayent de protéger leur patrimoine en investissant dans la pierre. Dans l'écrasante majorité des cas, on est loin de l'image du marchand de sommeil ou du propriétaire immobilier avec des centaines d'appartements. C'est très rare ça. En fait, la majorité des propriétaires, c'est des gens de la classe moyenne qui font confiance à la pierre et qui font un peu travailler leur argent, c'est tout. Et c'est beaucoup d'artisans, par exemple, parce que l'artisan a un avantage compétitif, c'est qu'il peut faire lui-même les travaux. Donc, au lieu de faire les travaux par quelqu'un d'autre, ce qui va lui coûter très cher, il gère tout seul son parc immobilier. S'il y a un robinet à changer, il va le faire. S'il y a un petit coup de peinture à donner, il va le faire lui-même. Et finalement, ils arrivent un peu à rentabiliser leur immobilier parce que c'est eux qui font les travaux. Voilà le profil de la majorité des investisseurs dans l'immobilier. Et c'est ces gens-là qu'on est en train d'asphyxier en France comme en Angleterre. Le gouvernement travailliste, actuellement au pouvoir, est en train de faire un carnage, un massacre, en termes d'imposition, de protection des locataires, de plafonnement des loyers, etc. Et la tendance, c'est que, avec l'asphyxie qui va se passer à cause de l'imposition, les gens ne voudront plus prendre de risques, ne voudront plus acheter d'immobilier, et le parc va se dégrader, et c'est déjà le cas. Et les seuls qui arrivent à survivre sont ceux qui ont trouvé la niche Airbnb aux locations courtes, au court terme, parce qu'ils arrivent, ils ne répondent pas aux mêmes règles, donc ils arrivent à mettre leurs biens en location à la nuit pour beaucoup plus, et eux, ils rentabilisent. Même avec les impôts, ils arrivent à rester rentables. Mais c'est les seuls. Et si Airbnb saute ou devient compliqué, ou si la location court terme aussi devient compliquée, ou si le meublé devient compliqué ou imposable comme l'immobilier régulier, plus personne ne va mettre le moindre centime dans l'immobilier. Ils vont tuer l'immobilier et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Quand vous prenez les couches, taux d'intérêt élevé, imposition élevée, réglementation défavorable aux propriétaires, il n'y a plus rien qui vous encourage à acheter de l'immobilier. Plus rien. Et une autre conséquence désastreuse du logement social, c'est la mauvaise allocation des logements. Ça, c'est un truc, j'allais dire compliqué, mais pas vraiment. C'est un truc un peu subtil à comprendre. Le problème du logement social, c'est que c'est géré par urgence. Donc des familles de 7 personnes sont logées en urgence alors qu'elles sont peu utiles à l'économie. En général, la famille nombreuse ne produit pas forcément les futurs prix Nobel. Les gens intelligents que je connais, ils font pas 7, 8, 9, 10 gamins. Soyons honnêtes. Pour des raisons objectives, c'est des gens qui veulent que leurs enfants aillent dans de bonnes écoles, que leurs enfants aient accès à beaucoup de choses, qui fassent de la musique, qui fassent du sport. Et quand tu veux ce niveau de vie, tu fais pas 15 gamins. J'ai un ami, il est déjà asphyxié avec 2 gamins. Pourquoi ? Parce qu'il vise un niveau d'éducation assez élevé. Ses enfants vont à l'école privée, ça lui coûte 900 € par mois par enfant. Il a la chance de bien gagner sa vie, mais ça fait quand même 1800 € par mois juste pour l'école privée. Ils font du piano, la petite fait de la danse, le gamin il fait du judo, ils font piscine, ils font des activités. Quand tu veux élever tes enfants dans ces conditions, ça va te coûter une blinde. Donc t'en fais pas 5, 6 ou 7, t'en fais 2 et ça sera déjà galère pour les élever. Voilà pourquoi les classes moyennes supérieures éduquées ne font pas 1 million de gamins. Enfin 1 million. Ne font pas plus de 2 gamins. Donc les familles nombreuses, dans la plupart des cas, ça ne donnera pas les futurs prix Nobel et ça a de grandes chances de donner les futurs délinquants surtout. Mais ces familles sont logées en priorité parce que c'est ça le calcul qui se fait, c'est qui est le plus en galère. Donc forcément, une famille avec 7 personnes ou 7 enfants va passer devant tout le monde. Pendant ce temps-là, des travailleurs du privé n'arrivent pas à se loger et se retrouvent en banlieue à 1h30 de trajet pour rejoindre le bureau à Paris, par exemple. On a le même phénomène en Angleterre. Et ce que fait le logement social en voulant être vertueux, parce que tout ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire gérer l'urgence. Une mère célibataire avec 2 enfants va être logée plus rapidement qu'un couple avec 2 enfants, parce qu'elle est seule. Une famille avec 5 enfants ou 7 enfants va être logée plus vite, plus rapidement qu'une famille avec 2 enfants. Voilà un peu comment les priorités sont gérées. Résultat, vous voyez que l'intention est bonne. C'est toujours comme ça le socialisme. L'intention est toujours bonne, le résultat est catastrophique. Résultat, le parasite est logé très vite,
Le parasite reçoit tout très vite. Il reçoit la CAF très vite, il reçoit l'APL très vite, il est logé très vite, il reçoit tout très vite. Et le productif, jugé trop riche, classe moyenne avec 2 enfants, doit se débrouiller tout seul dans le marché privé pour se loger. Et à Londres, par exemple, tu as des familles de Somaliens arrivés avant-hier qui sont logés à Chelsea. Et je vous dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai vu. En Angleterre, le logement social, c'est pas comme en France. Il y a un mix, en fait. Il n'y a pas genre les banlieues pour le logement social et le centre-ville pour le logement privé. Il y a du logement social à South Kensington, à Chelsea, dans les quartiers huppés. Donc, tu as des familles de migrants somaliens qui ont débarqué il y a 15 jours, qui sont logés en plein centre de Chelsea dans des appartements énormes, alors que des cadres, notamment des cadres du BTP avec qui je travaille, font 1h30 de trajet pour aller travailler depuis leur banlieue. Parce qu'eux n'ont pas accès au logement social. Eux, ils vont dans le privé. Donc le privé, c'est 2000 balles le 2 pièces dans le centre de Londres. Forcément, tu ne peux pas payer ça. Même si tu gagnes 4000 livres sterling, tu n'as pas envie de mettre 2000 dans le logement. Donc forcément, ils vont plus loin pour avoir des maisons plus grandes, un jardin, etc. Souvent à 1h30 de Londres. Donc, voilà ce que nous dit Thomas Sowell, résultat de la politique des logements sociaux, aux États-Unis notamment. On loge le parasite au centre-ville, celui qui ne produit rien, qui ne paye pas d'impôts, on le loge en urgence dans des appartements au centre, et on loge le cadre productif de la classe moyenne qui paye des impôts en périphérie parce qu'il n'a plus les moyens d'habiter au centre. Et donc, il fait 1h30 pour aller travailler. Donc, conclusion de Thomas Sowell dans Basic Economics, l'allocation des logements sociaux se fait selon des critères anti-économiques, menant à une mauvaise allocation des logements avec en prime des logements pourris, mal entretenus. Le tout pour produire des délinquants arrogants et irrespectueux. Parce qu'au final, tout ça ne donne même pas des citoyens reconnaissants. C'est ça le drame, le finale, le clou du spectacle. Le gamin de banlieue, élevé à la CAF, aux APL, au loyer quasi gratuit, au RSA, il arrive à l'âge adulte et il va sortir dans la rue crier « Nique la France ». Alors que le gamin de la classe moyenne, qui a vu ses parents se tuer au travail, se défoncer au boulot, compter les sous le 15 du mois, va grandir avec l'amour du pays. Aucun Français élevé dans les conditions difficiles de travail et de discipline, souvent les conditions de la classe moyenne, ne crie « Nique la France ». Aucun. C'est toujours Jean Casquette Lacoste ou Jean Racaille qui va la ramener avec « Nique la France ne nous a rien donné, on est les oubliés de la République, c'est la galère ». D'où c'est la galère? D'où c'est la galère? T'as jamais payé un loyer de ta vie? T'as acheté ta PlayStation 5 avec ton RSA? D'où c'est la galère? C'est toujours les déchets de l'humanité qui sortent se plaindre, qui sortent manifester. Toujours. Tu verras jamais un bosseur, quelqu'un qui galère, la ramener dans la rue. Avec les pancartes, nanani, nanana, on n'est pas content. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Si tu me demandes est-ce que j'ai déjà manifesté dans la rue? Jamais. Pas une seule fois de ma vie. Jamais. Et la raison, elle est objective. Je n'ai pas le temps. Je sais pas comment ils font les gens qui prévoient une après-midi entière pour aller marcher dans la rue. Comment vous faites? Je suis vraiment curieux en fait. Comment vous faites pour avoir ce temps? Moi, l'une de mes plus grandes difficultés aujourd'hui, c'est le temps. J'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Comment vous faites pour trouver le temps de sortir manifester? Des fois, t'en as qui le font semaine après semaine. Ils se donnent rendez-vous le même jour, place de la République, et ils vont marcher. À chaque fois, toutes les semaines. Comment vous faites? Encore ceux qui manifestent un dimanche, ok, je comprends, mais ceux qui le font dans la semaine, ceux qui manifestent un mercredi par exemple, vous faites comment? Vous prenez vos RTT. Ah oui, mais l'indépendant, il n'a pas de RTT. Moi, j'ai pas de RTT. Quand je travaille pas, je suis pas payé. Vous prenez peut-être vos vacances, mais l'indépendant, il n'a pas de vacances. En fait, on n'a pas de vacances payées. Quand je m'arrête de travailler, je suis pas payé. Donc, j'ai pas cette notion de vacances, entre guillemets. Pour moi, les vacances, c'est 2 semaines dans l'année où je suis pas payé. C'est comme ça que je vois les vacances. Et en général, j'en prends jamais parce que même pendant les vacances, je réponds aux mails, je lis mes textes, je regarde ce qui se passe. J'arrive jamais vraiment à me déconnecter. C'est pas bien de le faire, hein, pour des raisons évidentes de santé mentale, mais j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à me discipliner pour ne pas toucher aux mails pendant 2 semaines. Mais un salarié, il peut le faire. Donc, il faut comprendre que si tu sors manifester, c'est que tu as le temps.
certainement tu as le temps, t'es pas suffisamment débordé. Parce que les gens débordés, ils sortent pas manifester. Les gens qui sont débordés par le temps, par leurs enfants, par leur vie, ils n'ont pas le temps de faire ce genre de choses. Autre point soulevé par Thomas Sowell, les logements sociaux sont top à la livraison, flambant neufs, mais tu reviens 5 ans plus tard et tu as l'impression qu'il y a eu la guerre. Comme personne n'est responsable de rien, pourquoi faire attention? Pourquoi entretenir? C'est ça le problème des logements sociaux, c'est ça appartient à personne, ou ça appartient à l'État. Pourquoi tu veux que les gens se cassent la tête à peindre, à arranger, ils s'en branlent. Ils l'utilisent et quand ils le rendent, ils partent, ils jettent les clés et puis voilà, c'est bon. Merci l'État, et ils passent à un autre logement social. Autre problème des sociétés du contrôle et des bureaucraties tentaculaires soulevées par Sowell, le contrôle des prix. Ça aussi, c'est un truc de socialiste. Ils veulent savoir combien vont coûter les choses, ils veulent tout contrôler. Sowell nous dit que dans les pays libéraux, les prix se fixent automatiquement. En fonction de l'offre et de la demande, ça s'ajuste. Alors que les soviétiques passaient leur temps à gérer des centaines de milliers de prix. Comme il n'y avait pas de marché libre en Union soviétique, c'est le parti communiste, qui décidait des prix du blé, du pain, du vêtement, des chaussures. Imaginez le délire, t'avais des milliers de fonctionnaires payés pour tenir des carnets avec les prix du pain, de la viande, des carottes, des patates, du lait. C'est fou lorsqu'on y pense. T'avais des mecs, tu lui dis c'est quoi ton métier dans la vie? Il te dit je note les prix, je fixe les prix et je dis combien va coûter le lait aujourd'hui, combien va coûter le pain. Alors que le marché libre n'avait pas ce problème. Les prix se fixaient en fonction des besoins, des ventes, des achats. C'était la main invisible qui fixait les prix. Sowell cite d'ailleurs dans son livre une célèbre anecdote où le ministre de l'économie soviétique demande à Margaret Thatcher lors d'une visite à Londres « Comment faites-vous pour être sûr qu'il y a assez à manger pour tout le monde en Angleterre ? Comment tenez-vous les comptes des quantités, etc. » Il disait ça parce qu'il était impressionné lors de sa visite de voir que les boulangeries, les boucheries, les magasins étaient achalandés, débordant de produits, alors qu'il était conscient des pénuries en Union soviétique. Et il se dit, ils font comment les Anglais ? Comment font les fonctionnaires britanniques pour tenir les prix, les quantités et être sûr que tout est bien livré dans les bonnes quantités ? Et Thatcher lui répond, eh bien on fait rien. On fait rien, ça s'appelle le marché libre, la main invisible. Chaque commerçant connaît le volume de ses clients, il s'approvisionne sur le marché libre, puis il fixe ses prix en conséquence. S'il est trop cher, les gens vont comparer les prix, ils vont aller ailleurs. S'il n'est pas assez cher, il va pas être rentable. Donc il ajuste son prix pour être rentable, mais en même temps compétitif. Sans que personne ne lui dise rien. Chaque commerçant fait ça pour lui à son échelle. Et la compétition ajuste les prix. Si ce n'est pas la saison des oranges, elles seront plus chères. Donc les gens n'achèteront pas d'oranges, ils prendront des pommes. Et comme résultat, le prix des oranges va s'ajuster, il va baisser parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oranges, mais en même temps, c'était tellement cher que les gens n'achetaient plus. Donc les oranges vont redescendre à un prix suffisamment cher pour rentabiliser le fait que c'est pas la saison et que c'est importé, etc., mais suffisamment bas pour ne pas décourager les gens. Et voilà comment le prix des oranges va s'ajuster hors saison. Et le ministre soviétique était sidéré que tout cela fonctionne sans l'intervention de l'État. Il n'arrivait pas à croire que les gens pouvaient se débrouiller tout seuls, que des prix pouvaient se fixer tout seuls sans l'intervention de l'État. Alors que lui, en Union soviétique, passait son temps à faire des calculs savants pour savoir quelle quantité devait vendre tel commerçant, quelle production devait avoir telle ferme et à quel prix. Résultat, la famine, les goulags et toute cette épopée communiste que l'on connaît très bien aujourd'hui et qui est très bien documentée, notamment par Solzhenitsyn dans l'archipel du goulag. Et dans le tiers-monde, la conséquence du contrôle des prix et de l'interventionnisme de l'État, c'est le marché noir, qui cherche à trouver la vraie valeur des choses. C'est ça le marché noir. Si vous ne l'avez pas compris, si vous ne comprenez pas pourquoi il y a le marché noir, pourquoi il y a le marché parallèle, c'est une façon de dire à l'État « tu es incompétent et injuste, et je vais donc me débrouiller seul ». Parce que tout le monde est à la recherche de ce qu'on appelle en anglais « the fair value ». La valeur juste. Un artisan plombier, par exemple, qui se fait payer au noir, il fait quoi en réalité ? Pourquoi beaucoup d'artisans se font payer au noir ?
Eh bien, la réalité, c'est qu'il cherche la vraie valeur de son travail. S'il facture l'intervention à 200 euros, par exemple, pour changer un joint, une petite intervention, et qu'il est imposé à environ 65% d'imposition, lorsqu'on cumule impôt sur les sociétés, TVA, impôt sur le revenu, cotisation sociale, il lui reste quoi sur les 200 euros? Il paye 33 euros de TVA, 20%. Il paye 42 euros d'impôt sur les sociétés, 25%. Selon sa tranche d'imposition, il va payer 57 euros de cotisation sociale et d'impôt sur le revenu. Admettons qu'il gagne 45 000 euros annuels bruts, donc il est dans une tranche plus élevée que la moyenne. Et il lui reste, sur les 200 euros, une fois qu'il a payé tout ça, il lui reste 68 euros. Sur 200 euros facturés, lorsqu'il a tout payé, il lui reste 68 euros. Voilà la violence de l'imposition en France. Donc le gars, il va faire quoi? Il va dire à son client, si vous pouvez me payer en cash, je vous le fais à 180 euros. Il sera toujours gagnant. Il prend son cash et il se barre. Tous les gens qui se font payer au noir sont à la recherche de la juste valeur de leur travail. Le plombier qui facture 200 euros et à qui il reste, une fois qu'il a payé tous ses impôts, on est quasiment, en intégrant la TVA, à 65% d'imposition. Sur les 200 euros, il lui reste 68 euros. Vous comprenez que ça n'a aucun intérêt. Sortir de chez lui, prendre son fourgon, payer l'essence, se déplacer, tout ça pour gagner 68 euros, c'est injuste. Finalement, le marché noir se développe dans les pays où l'État est injuste, dans les pays où l'État est trop présent et asphyxiant. Ce qui paraît péjoratif et tiers-mondiste, à savoir le marché noir, l'économie parallèle, n'est en fait qu'une recherche de la juste valeur du travail. Idem pour les biens de consommation. Et en général, lorsque le marché noir se développe, ou le marché parallèle, les biens de consommation sont encore plus chers. Pourquoi? Parce qu'ils rémunèrent l'illégalité. Celui qui vend sur le marché parallèle, il risque de se faire choper. Donc, pour rémunérer le risque, encore une fois, ça va être plus cher que si ça avait été vendu de manière légale. Donc, les États qui veulent contrôler les prix pour le bien de la population, c'est toujours comme ça, hein. Le communisme, à la base, c'est pour le bien de la population. Le socialisme, c'est pour le bien de la population. En fait, ils finissent par faire tout le contraire. La phrase qui s'applique le mieux au communisme et au socialisme, c'est « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». L'idée, à la base, c'est de protéger le peuple. Mais ça finit par faire tout le contraire. Ça développe le marché parallèle, ça développe les transactions en liquide pour éviter l'imposition. Ça développe un tas de mécanismes qui ne sont en réalité qu'une recherche de justice économique. Voilà ce que vous apprendrez en lisant Basic Economics de Thomas Sowell, et je vous le recommande à tous. Tous ceux qui veulent comprendre le monde, comprendre comment fonctionne l'argent, comment fonctionne l'économie, c'est votre point d'entrée, c'est la base. Pour revenir à Ayn Rand et son roman La Grève, elle exprime ses idées au travers d'un personnage fort, John Galt, qui est le meneur de cette révolte. Mais comme vous pourrez le lire à plusieurs reprises dans le roman, Who is John Galt? Qui est John Galt? Ce personnage est à la fois le personnage central et un symbole dans Atlas Shrugged. Philosophe, ingénieur brillant, il incarne les valeurs de l'objectivisme. Galt organise une révolte des esprits productifs, entrepreneurs, créateurs, inventeurs, contre une société qui punit la réussite et valorise la médiocrité. La fameuse question « Qui est John Galt ?» symbolise cette rébellion contre un monde où les innovateurs sont exploités au profit des moins productifs. Galt défend la liberté individuelle, la raison et l'égoïsme rationnel, affirmant que chacun doit agir dans son propre intérêt sans se sacrifier pour autrui. Pour le dire autrement, c'est un rejet radical du socialisme, qui au final est un système où une minorité de productifs finance le train de vie de toute la population. En France, par exemple, les salariés du secteur privé, donc les créateurs de richesses, représentent 30% de la population totale, donc 3 personnes sur 10. Donc chaque 3 personnes qui travaillent finance 7 qui ne produisent pas de richesse. Fonctionnaires, retraités, étudiants, chômeurs. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas utiles, les fonctionnaires sont utiles, mais ils sont payés avec l'argent du secteur privé. L'État ne fabrique pas d'argent.
Ils sont payés par l'impôt et ils sont aussi payés par la dette. L'argent qu'on emprunte sur les marchés, qui au final sera payé par l'impôt. En plus, ce qu'il faudra ajouter, c'est que 43% des ménages en France ne payent pas d'impôt sur le revenu parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Ils sont en dessous de la tranche imposable. Ce qui fait que le fardeau fiscal en France n'est supporté que par 17,6% de la population. Si on prend toute la population française, dans son ensemble, il n'y a que 17% de cette population qui paye des impôts, donc qui supporte à elle seule le fardeau fiscal. 1,7 personnes travaillent pour 10 en France. Retenez bien ce chiffre. 1,7 personnes travaillent pour 10. Payent des impôts pour 10. Comme le disait Margaret Thatcher, le problème avec le socialisme, c'est que vous finissez par manquer de l'argent des autres. C'est une phrase qui me fait toujours rire. Le problème avec le socialisme, c'est qu'un jour, on finira par manquer de l'argent des autres. Parce qu'à un moment, ces 17%, ces fameux 1,7 personnes qui travaillent pour 10, qui sont la classe moyenne en réalité, celle qui paye tout mais qui ne reçoit rien. La classe moyenne, c'est la classe qui paye tout, mais comme elle est relativement plus riche, elle ne reçoit rien, ni aide, ni logement social, ni APL, ni CAF, ni rien. Et cette classe ne pourra peut-être un jour plus payer, ou ne voudra peut-être un jour plus payer. Et c'est déjà le cas parce que l'État s'endette. La raison pour laquelle on s'endette, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'argent avec l'impôt levé pour maintenir le train de vie de cet État gigantesque, cet État français tentaculaire gigantesque. En France, n'importe quel ministre à la con sort avec une voiture, des motards, 2 motards devant, 2 motards derrière, alors qu'en Suède, les ministres prennent le métro. C'est quoi cette manie en France des politiques avec les bagnoles de luxe, les motards, on dirait des Africains. On dirait les pays africains. Les pays africains, ils font ça, mais c'est des dictateurs. T'as le président du Congo qui débarque, il a une Mercedes, 2 motards devant, 2 motards derrière, les gardes du corps. Oui, mais on sait, c'est corrompu, c'est le tiers-monde, c'est l'Afrique. Mais en France, on fait la même chose. N'importe quel ministre, il a des bagnoles, et les motards, il est encadré, il bloque la route quand il passe. T'es où, mec? Prends le métro. T'es qui pour faire ça? À la limite, un président ou un premier ministre, pour des questions sécuritaires, pour éviter des tentatives d'assassinat, etc. Mais tous les autres ministres prenaient le métro. C'est quoi cette manie de sortir constamment avec des gardes du corps, des motards Vous avez des choses à vous reprocher. Pourquoi le ministre suisse, il n'a pas peur qu'on le tabasse dans la rue? Vous allez me dire, oui, l'observateur, en fait, les ministres, ils sont toujours encadrés, entourés de gardes du corps, parce qu'ils ont peur. Et pourquoi ils ont peur? Ils ont des choses à se reprocher. Pourquoi le ministre suédois, il n'a pas peur, lui? Il prend le métro, personne ne le tabasse, personne ne le menace, personne ne lui crache dessus. Pourquoi le ministre français, il se balade seul dans la rue, il se prend une baffe dans la gueule? Il n'y a pas peut-être une question à se poser, cette détestation des politiques? Si tu as besoin de 4 motards et un garde du corps, ou 2, pour te protéger à chaque fois que tu sors, pose-toi des questions. Tu as peut-être fait des trucs qui ont énervé la population, et si tu sors seul, tu vas te prendre des baffes dans la gueule. Chose que le ministre suisse ne craint pas. Le ministre suisse, il se balade dans la rue, les mains dans les poches. C'est un servant public. D'ailleurs, j'aime beaucoup le mot anglais pour fonctionnaire. En anglais, on dit « civil servant », un servant public. C'est ça le mot fonctionnaire, sa traduction en anglais, c'est « civil servant », parce qu'on part du principe que tu sers le public, tu es là pour servir. Tu n'es pas là pour te servir. En France, ils sont là pour se servir. Ils se gavent. Et comme ils savent que c'est des voyous, comme ils savent qu'ils ont des casseroles, comme ils savent qu'ils ont énervé beaucoup de gens, à chaque fois qu'il met le cul dehors, à chaque fois qu'il sort de son bureau, il a besoin de la voiture de luxe, une berline Peugeot en général, on essaie de consommer français, parce que vous imaginez, si on sortait en Mercedes, là pour le coup ça ferait dictateur africain. Donc on sort en berline Peugeot ou Citroën, genre on consomme local. T'as 2 motards derrière, 2 motards devant, le garde du corps, tout ça pour pas te prendre une baffe dans la gueule parce que tu sais ce que t'as fait, connard. Tu sais très bien ce que t'as fait, c'est pour ça que t'as besoin d'être entouré. Et aujourd'hui, en France, on atteint une situation où le fardeau fiscal est lourd, mais on s'endette quand même. On a un taux d'imposition qui peut aller jusqu'à 65%, lorsqu'on intègre impôt sur les sociétés, prélèvements sociaux, impôt sur le revenu, TVA, etc. Et on n'est même pas foutu de financer le train de vie de l'État. On est massacré fiscalement et ils sont même pas foutus
d'avoir un budget à l'équilibre. À quoi ça sert? À la limite, on serait imposé à 65%, mais avec un budget à l'équilibre, on comprendrait. Voilà, on est imposé, mais on gère le budget, on fait tourner l'argent, on taxe, on investit, on taxe, on investit, et on n'a pas besoin de s'endetter. Là, on a des impôts de dingue, et on a dépassé, depuis le Covid, les 100% d'endettement par rapport à notre PIB. Le tout pour un truc qui ne fonctionne pas. Ça me fait rire quand les gens disent « Oui, mais tu verras l'observateur, si t'arrive quelque chose, tu seras content de revenir en France pour te soigner, la santé gratuite. » Quand est-ce que vous avez utilisé la santé gratuite en France? Sur le papier, la carte vitale, la sécurité sociale, etc. Mais moi, j'ai jamais utilisé le service public. À chaque fois que j'ai été dans la merde et que j'avais besoin d'un rendez-vous urgent, je suis allé dans le privé, systématiquement. Même quand j'étais en France. Je vous parle même pas de l'Angleterre. Le NHS, la santé publique, c'est de la merde. C'est un truc, ils sont endettés, c'est ni fait ni à faire. Le service social français est un peu mieux. La sécurité sociale française est un peu mieux. Mais elle n'est pas géniale. Je suis toujours allé dans le privé. Quand j'ai besoin de voir un dentiste, je vais dans le privé, je paye. Quand j'étais en France, ça remonte à il y a 10 ans, je voulais voir un ophtalmologue dans le public. On m'a donné rendez-vous dans 6 mois. Il y avait 6 mois d'attente pour voir un ophtalmologue. Je suis allé dans le privé, j'avais une bonne mutuelle avec l'agence d'architecture. On a une mutuelle architecte qui est pas trop mauvaise et je suis allé dans le privé. J'ai payé 120 €. En 2014, j'ai payé 120 € la consultation chez l'ophtalmologue. Et le service public dont on parle, je ne l'ai jamais vu. À chaque fois que j'avais besoin d'un spécialiste, c'était 4 mois, 5 mois, 6 mois d'attente, impossible d'avoir un rendez-vous. Et j'imagine que c'est la même chose pour tout le monde. Donc les gens parlent de cette médecine gratuite, mais j'ai toujours payé, moi. Je ne connais pas cette médecine gratuite. Ou alors, je ne sais pas, il faut être migrant, il y a des circuits parallèles pour accéder gratuitement à un médecin. Je ne connais pas. J'ai toujours payé. Toujours. Et la majorité des remboursements, c'était la mutuelle privée qui le faisait. Mutuelle que je payais, je sais pas, peut-être 50 balles à l'époque, 50 balles par mois. Pareil pour les lunettes, pareil pour les verres. Aujourd'hui, les gens qui arrivent à se soigner correctement, c'est des gens qui ont de très bonnes mutuelles. Mais le public ne rembourse quasiment rien aujourd'hui. À moins qu'il y ait quelque chose qui m'ait échappé. Mais expliquez-moi. C'est toujours l'argument qu'on me donne quand je fais l'éloge du libéralisme. On me dit souvent, tu verras l'observateur, tu seras content de venir te faire soigner en France. Mais la santé n'est pas gratuite en France. Les gens payent des mutuelles. Ils payent des mutuelles très chères. En plus de payer, être imposés pour financer la santé publique, ils payent des mutuelles parce que la santé publique ne les rembourse pas ou pas suffisamment. Les lunettes ne sont pas remboursées. Quand les gens remplacent les montures de leurs gamins, quand tu as une famille de 2, 3, 4 personnes, tu as 3, 4 montures, tu les payes en général. Personne n'a jamais eu de verre, de lunettes gratuits. Donc votre santé gratuite, c'est un mythe. On entend constamment, oui, en France, on a de la chance par rapport aux États-Unis, la santé, elle est gratuite, nanani. Je ne sais pas si... Elle n'est pas gratuite pour moi. Moi, j'ai toujours payé. Et j'ai toujours eu des remboursements du service public de merde. C'est la mutuelle qui me remboursait la majorité des soins et c'est la mutuelle qui rembourse bien, qui rembourse vite. Aujourd'hui, tu veux être bien soigné, tu prends une bonne mutuelle qui va te coûter cher, peut-être 50, peut-être 70. Ça dépend de ce que tu prends, ça dépend. Peut-être que tu as un contrat avec ton entreprise qui te permet d'avoir une meilleure mutuelle pas chère, etc. Mais c'est ce que font les gens aujourd'hui. Les gens qui veulent être bien soignés payent des mutuelles. Donc arrêtez votre délire de « en France, on paye des impôts, mais on a une bonne santé ». En France, on paye des impôts pour financer une santé de merde, un service public de merde, et on prend des mutuelles extrêmement chères pour pouvoir se soigner et se faire rembourser correctement. Voilà la réalité. Votre discours de gauchias qui consiste à dire « la sécurité sociale rembourse, en France on est mieux soigné qu'ailleurs », c'est faux. Je préfère 1 million de fois payer une assurance privée suisse ou une assurance privée américaine et avoir un taux d'imposition plus bas et financer moi-même ma santé que d'être prélevé et d'être saigné à blanc pour avoir des hôpitaux de merde, une santé de merde, des rendez-vous que tu ne peux pas avoir. Donc non, le service public n'a jamais produit une santé de qualité. Jamais. Tu veux bien te soigner aujourd'hui, c'est minimum, si tu veux inclure les lunettes, tous les risques, etc., c'est mutuelle 70 balles par mois. Mais
Revenons à Ayn Rand. Dans Atlas Shrugged, elle critique le collectivisme au travers d'exemples concrets d'interventions étatiques. Elle prend dans le roman un exemple d'une directive qu'elle cite comme ça, c'est fictif, hein, c'est une fiction, directive 10.289, qui est une série de lois qui visent à interdire l'innovation pour protéger les entreprises existantes. Des entreprises qui sont en l'occurrence financées par l'État, etc. Et c'est une directive aussi qui impose de geler les salaires pour éviter que les salaires n'augmentent trop, en forçant les individus à rester aussi dans leurs emplois, etc. Et elle nous explique par cet exemple de directive fictive les incidences de l'économie contrôlée, de l'économie centralisée, de l'économie dirigée, c'est ça le mot, c'est ça le communisme, hein, c'est une économie dirigée par l'État, et elle nous explique ce que ça engendre sur l'économie, les dégâts que ça crée. Elle nous explique par exemple que cette directive interdit l'innovation en cédant les brevets au gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'innovation privée, tout ce que tu fais doit être transmis au gouvernement. Tout ce que tu trouves, tout ce que tu découvres doit être transmis au gouvernement. Il n'y a pas de possession privée des brevets. Elle nous explique que tout ça va tout simplement empêcher les avancées technologiques. Vous avez compris que l'État ne fait rien des brevets. Le CNRS, par exemple, c'est quoi aujourd'hui? Le Centre national de la recherche scientifique en France. C'est un organisme sous la tutelle du ministre chargé de la recherche. Ils font quoi au CNRS? Ils font de la recherche. Un gars qui bosse pour le CNRS, il fait de la recherche. Quand il a fini, il met sa recherche dans un classeur et il la met sur l'étagère. Le CNRS, c'est plein de recherche et d'innovation dans des classeurs sur les étagères. Et après, ce qui se passe en général, quand le gars est suffisamment brillant, il se barre aux États-Unis. Et ensuite, tu as des Yann LeCun, le numéro 1 de l'intelligence artificielle chez Meta. Voilà, Yann LeCun est un Français. Et tu as plein de génies comme ça, de mathématiciens, de développeurs français qui partent aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en France, on lui a donné un salaire à 3000 balles et on lui a dit « ferme ta gueule, c'est bon, t'as trouvé un truc, bon maintenant mets-le dans un classeur, t'as l'étagère numéro 4, va mettre ton brevet là-bas, ça c'est bien ça, tu le mets là-bas, on peut en faire quelque chose, j'ai des idées, non, ferme ta gueule, les idées c'est pour les Américains, toi c'est l'étagère numéro 4. » Et les mecs ils sont pas cons, ils voient les salaires aux États-Unis, ils voient comment ça se passe, ils commencent à comprendre dans un monde globalisé le prix de son innovation, le prix de son travail, combien on peut le payer, et ils se barrent aux États-Unis. La recherche étatique, ça a toujours été une catastrophe parce que ça finit dans les classeurs. Il y a pas de... L'innovation ne trouve pas son chemin dans le privé. C'est la grande différence entre un pays comme les États-Unis et un pays comme la France. Les Américains font de la recherche pour que ça soit monétisé après. C'est des capitalistes dans l'âme. La recherche pour la recherche, ça les intéresse pas. Se branler la nouille comme ça toute la journée. Ouais, j'ai trouvé un truc génial, on va le déposer, on va déposer le brevet. Et ensuite, il passe à autre chose. Non, dès qu'il trouve un truc, il se dit comment je peux devenir millionnaire avec ça. C'est ça l'Américain. La recherche aux États-Unis, elle est privée, et même les universités sont privées. Donc forcément, tu as des contrats entre les universités et les entreprises, tu as des gens qui travaillent dans le privé et dans le public. Enfin, il y a plein de perméabilités qui font que l'Amérique arrive à ce stade d'innovation, ils arrivent à pondre un truc, toutes les semaines, tu as un nouveau truc qui sort, ils savent plus quoi faire de leur brevet. La France, on fait des classeurs. C'est l'innovation centralisée, dirigée par l'État, donc on met les trucs dans les classeurs et on les range. Ayn Rand nous explique aussi que le gel des salaires et des prix freine l'économie. Dans une économie dirigée, ça bloque toute fluctuation naturelle des marchés, parce que les marchés régulent les salaires. Aujourd'hui, par exemple, le marché te dit « on n'a pas besoin d'étudiants en psychologie ». Comment le marché te punit? Il te punit par le chômage. Résultat, de plus en plus de jeunes, voyant la catastrophe que c'est, se détournent des sciences molles. Ils font des apprentissages, ils apprennent à développer, ils apprennent à faire du code, ils deviennent artisans, ils font de moins en moins de longues études. Parce que le marché, aujourd'hui, punit les sciences molles. Punit les masters en histoire de l'art, en psychologie, en sociologie, parce qu'on n'en a pas besoin. T'as pas besoin de 10 000 sociologues. Les sociologues, t'en as besoin de quelques-uns, c'est pas inutile, hein. Ça réfléchit sur la société, ça lit les statistiques, ça permet de donner les tendances, qu'est-ce qui se passe avec la natalité, pourquoi les gens ne font pas d'enfants, ça permet de faire le lien entre la crise économique et le taux de fertilité d'un pays. Le sociologue, il est utile, mais t'en as pas besoin de 10 000.
Un pays avec 10 sociologues potables, il tourne, quoi, ça suffit. 10 sociologues de haut vol qui produisent de la qualité, qui produisent une vraie pensée utile. T'as 10 personnes comme Jean Baudrillard, c'est fini, t'as plus besoin d'autre chose. Au lieu de ça, on produit des milliers de sociologues qui finissent caissières chez Carrefour. C'est ça la réalité des études de sociologie, de psychologie. Donc le marché libre permet de punir la médiocrité et permet de réorienter les besoins, les demandes. Alors qu'une économie dirigée va imposer les quotas et ça finit en catastrophe. Et la troisième mesure, c'était le travail forcé. Dans la directive, il y avait aussi l'idée que les employés ne peuvent plus changer d'entreprise. On ne peut pas les licencier, mais ils ne peuvent pas partir. Tu es obligé de rester dans l'entreprise où tu as commencé à bosser. Et ça s'appelle du travail forcé. Et pour le résumer, la critique de Rand vise le contrôle étatique excessif qui étouffe la créativité, l'initiative individuelle. Autre exemple que Ayn Rand prend dans son roman pour développer ses idées et ses arguments, le Reardon Metal. Dans le roman, le Reardon Metal, une invention de Hank Reardon, un personnage fictif bien sûr, mais un personnage qui symbolise la capacité humaine à innover face à l'opposition du système. Ce métal plus résistant et plus léger que l'acier est la démonstration parfaite de l'ingéniosité et de la persévérance entrepreneuriale. Pourtant, dès que Reardon tente de commercialiser son métal, il fait face à une opposition farouche. Le gouvernement et les élites économiques cherchent à discréditer son invention sous prétexte de sécurité insuffisante, bien que les tests prouvent son efficacité. Le but réel, en réalité, était d'empêcher que ce nouveau métal entre sur le marché et perturbe les intérêts des fabricants existants, soutenus et financés par l'État, et qu'il fasse aussi pression à la baisse sur les prix en créant une vraie compétition. Le Reardon Metal, dans le roman, devient le symbole de la lutte entre l'individu créatif et le système collectiviste corrompu qui cherche à écraser l'excellence individuelle au nom du collectif et du contrôle étatique absolu. C'est ça, en fait, l'économie centralisée, le collectivisme, le communisme, le socialisme, c'est écraser l'individu pour que le collectif survive. Et au final, ça finit par tuer les deux. Ça finit par tuer l'individu et le collectif parce qu'ils sont indissociables. Résultat des courses, malgré l'existence d'un métal de meilleure qualité, de meilleure facture et moins cher, les consommateurs, usines de métallurgie, entreprises de chemin de fer, etc., continuent à acheter un métal plus cher et de mauvaise qualité subventionné par l'État. C'est ce qui arrive lorsqu'on empêche la compétition libre. On se retrouve souvent avec des produits de mauvaise qualité, de moins bonne qualité, parce que la compétition a été empêchée. Et c'est dingue parce que quand je lisais Atlas Shrugged, je l'avais lu pendant le Covid, c'est un vrai pavé. C'est un vrai pavé. Il aurait pu être plus court. Je trouve que Rand a été un peu trop longue dans son développement. Le livre aurait pu être un peu plus dense et ça aurait donné un livre plus fulgurant, plus fort à lire. Là, on a des moments forts. Au début, Who is John Galt? On essaie de comprendre qui est ce personnage. Et puis, on se perd dans des histoires parallèles qui sont moins pertinentes. Elle aurait pu concentrer ça sur les thèmes principaux. Donc, je vous préviens, si vous voulez le lire, c'est un pavé. C'est un pavé en plusieurs tomes, d'ailleurs. Moi, je l'ai lu en numérique, donc je ne sais pas exactement combien de copies inclut la version papier, mais il y a peut-être bien 3 livres. Ou 3 tomes selon les éditions. Et en le lisant, je pensais systématiquement à l'Union européenne et à la France. Pourtant, c'est un livre écrit en 1957 et qui devait plus parler de la Russie et ce qu'a fait le communisme à la Russie. Pourtant, l'exemple est parfaitement applicable à la France. Une société où l'innovation est réprimée par l'imposition, par le pouvoir central de l'État, par la bureaucratie, la stagnation et le déclin sont inévitables. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. La stagnation et le déclin. Alors que l'Amérique charbonne, l'Amérique envoie des fusées, l'Amérique développe des microprocesseurs, l'Amérique a des entreprises incroyables, les Américains font tout aujourd'hui. On n'est même pas foutu d'avoir un logiciel pour éditer des images. Tu veux éditer tes photos de vacances, il faut que tu prennes Adobe Photoshop. Un logiciel américain. Vous imaginez le délire? Un truc aussi simple qu'un logiciel. On n'est pas foutu de le faire, de le vendre. C'est dramatique lorsqu'on y pense.
Je vous ai donné l'exemple de mon matériel. Vous imaginez? Je dois acheter un micro américain. S'il y avait des micros français, j'aurais aimé soutenir l'économie française. J'aurais acheté une marque française. Et ça aurait été une fierté, tu vois. Tu produis ton travail avec du matériel français de qualité, etc. Il n'y en a pas. On n'est pas foutu de fabriquer un micro pour faire des podcasts. On n'est pas foutu de fabriquer un ordi. Il n'y a pas d'ordinateur français, ça n'existe pas. Il y a des marques américaines, chinoises, taïwanaises. Il n'y a pas de marque française. C'est fou lorsqu'on y pense. À une époque, on a fait le Concorde. À une époque, on a créé Airbus. À une époque, on a créé Alstom. Aujourd'hui, on n'est même pas foutu d'avoir un navigateur Internet. Faut qu'on utilise des technologies américaines. Et pourtant, ça avait été fait avec l'intervention de l'État. Mais il faut voir comment ça a été géré. Je suis certain que pour développer Airbus, l'État était actionnaire, mais je suis certain qu'on a foutu la paix aux ingénieurs. Qui plus est, développé avec les Britanniques, les réacteurs sont des réacteurs Rolls-Royce, entreprise privée. Donc Airbus, je pense que on a laissé les entreprises privées travailler, les entreprises qui produisent toutes les parties de l'avion, de l'Airbus, et l'État s'est mis en actionnaire à distance. Et je pense que c'est la seule raison pour laquelle on a réussi à créer une entreprise pareille. T'aurais mis un fonctionnaire pour gérer ça et t'aurais foutu une merde incroyable. T'aurais mis un fonctionnaire qui casse les couilles à Rolls-Royce au téléphone, on n'aurait jamais fait d'Airbus. Ça serait intéressant d'ailleurs, hein. J'aimerais bien voir un documentaire sur la création d'Airbus. Ce serait vraiment un truc intéressant à comprendre, voir comment on a pu faire un truc pareil, malgré le fait que l'État avait un pied là-dedans. Mais je pense que les gens de chez Rolls-Royce ne se sont pas laissés emmerder par un fonctionnaire. Je pense que le rapport de force, c'était le privé qui travaillait, qui innovait, et l'État qui était là pour soutenir financièrement, pour gérer les gros contrats, pousser les intérêts de l'entreprise à l'international, etc. Ça serait par exemple un rôle de l'État. C'est ce que fait l'Amérique d'ailleurs. Un président américain ne va pas casser les couilles à Tesla ou à SpaceX ou à quelque entreprise que ce soit. Ils vont simplement défendre avec la force impériale américaine, avec le système impérial américain, ils vont défendre les intérêts de leurs entreprises privées à l'étranger. Mais ils ne vont jamais interférer, ils ne vont jamais aller casser les couilles à Tesla sur ses technologies, sa façon de produire. Ils vont simplement aider Tesla à s'exporter. Ils vont faire pression sur les taxes, sur les douanes. Ils vont taxer les voitures chinoises pour ne pas qu'elles rentrent aux États-Unis, pour que Tesla puisse vendre des bagnoles. Mais en retour, les Chinois vont taxer les Tesla qui ne pourront plus s'exporter en Chine. Donc un dialogue va s'instaurer. C'est ça aussi le marché libre, hein. Même dans les échanges entre États, il y a un marché libre. Donc les Américains et les Chinois vont discuter pour savoir quelle imposition sur les voitures chinoises est acceptable pour ne pas nuire à Tesla et quelle imposition sur Tesla est acceptable pour ne pas nuire aux voitures chinoises. Et le marché va trouver son équilibre. Pour conclure ce podcast, on va passer en revue les principes défendus par Ayn Rand au travers de sa philosophie, l'objectivisme. Qu'est-ce que l'objectivisme ? L'objectivisme développé par Ayn Rand est une philosophie qui repose sur plusieurs principes fondamentaux, tous liés à sa vision du libéralisme économique et politique, et on va développer quelques principes clés. Le premier, c'est la réalité objective. La réalité objective existe indépendamment de nos croyances ou désirs. Pour Rand, les lois de la nature, comme les lois économiques, ne peuvent être altérées par des interventions étatiques. Cela rejoint le principe libéral de respect des lois du marché, comme l'offre et la demande. En deux, la primauté de la raison. Rand affirme que la raison est le seul moyen de comprendre la réalité. Chaque individu doit utiliser son propre jugement rationnel pour naviguer dans le monde. Cette autonomie rejoint l'idée libérale selon laquelle chaque individu est capable de prendre les meilleures décisions pour lui-même sans intervention de l'État. En 3, l'égoïsme rationnel dont on a beaucoup parlé. Rand défend l'idée que chaque individu a le droit de poursuivre son propre bonheur, contrairement à l'altruisme imposé qui sacrifie l'individu pour les autres. L'égoïsme rationnel permet à chacun de maximiser son potentiel tant qu'il n'enfreint pas les droits d'autrui. Cela correspond à la vision libérale d'un marché libre où chacun peut poursuivre ses intérêts personnels. En 4, les droits individuels. L'objectivisme
place les droits individuels au-dessus de tout. L'État n'existe que pour protéger ces droits, notamment la propriété et la liberté d'entreprendre. Toute intervention qui vise à redistribuer les richesses ou à réguler l'économie est perçue comme une violation des droits fondamentaux. Et en 5, le capitalisme du laisser-faire. Rand soutient que le capitalisme du laisser-faire est le seul système moral, car il respecte pleinement la liberté et la propriété privée. Les échanges se font librement sur le marché, sans coercition de l'État. Cette vision rejoint le libéralisme économique qui prône un marché libre sans intervention gouvernementale. C'est aussi ce qu'on a appelé le gouvernement limité, qui exerce les fonctions régaliennes, mais qui n'entre pas dans la vie privée des gens pour décider ce qu'on va manger, comment on va faire nos travaux, qu'est-ce qu'on va rénover, sur quel point on va avoir des aides et sur lesquelles on ne va pas avoir. C'est vraiment vivre avec une intervention minimale de l'État sur nos vies privées. Pour finir, on va parler de John Galt et la révolte contre le collectif. John Galt, héros de Atlas Shrugged, incarne ces principes en organisant une grève des producteurs, des créateurs et des innovateurs. Il rejette le collectivisme qui sacrifie les esprits brillants pour nourrir les moins productifs, les parasites. Le message de Rand, au travers de Galt, est clair. Sans liberté individuelle et sans respect des droits de propriété, la société ne peut prospérer. Ça rejoint ce qu'on avait dit. Quand tu vis dans une société où quelqu'un peut rentrer chez toi, changer le contrat EDF et te prendre ton appart, cette société est foutue. Quand tu n'es même plus sûr, à ton retour de vacances, que ton logement ne sera pas garanti, protégé, cette société est foutue. La protection de la propriété privée est la base de toute société qui veut se développer. Les gens achètent de l'immobilier parce qu'ils ont la certitude que c'est un bien qu'ils vont garder, qu'ils pourront transmettre à leurs enfants. Si tu ne peux plus le faire, parce qu'on peut te le voler, te le prendre, te le squatter, si tu es imposé à 70% le jour où tu veux le passer à tes enfants, à quoi bon acheter ? Les gens ne vont plus acheter. Les sociétés qui ne respectent pas la propriété privée ou qui la négligent ou qui ne la protègent pas sont des sociétés qui mettent leur futur en risque. Et le capitalisme du laisser-faire, fondé sur l'objectivisme, est selon elle le seul système qui permet à la société de s'épanouir en laissant chaque individu libre de créer, d'échanger et de prospérer selon son mérite. Et voici 2 citations du discours final de John Galt qui, via les ondes radio, fait passer un message depuis l'endroit mystérieux où il s'est exilé avec tous les autres entrepreneurs. Ça, c'est vers la fin du roman. Enfin, John Galt s'exprime et explique les raisons de la grève et énumère ce qui a poussé les entrepreneurs à partir, à quitter le pays. Et il dit, et c'est intéressant comme ça s'applique aujourd'hui à la France, à l'Europe, à nos social-démocraties, il dit « Nous sommes en grève contre le principe des récompenses imméritées et des devoirs non récompensés. Nous sommes en grève contre le principe des récompenses imméritées. » Et là, vous pouvez prendre 1 million d'exemples. Un ministre qui touche 10 000 balles, c'est une récompense imméritée. Un parlementaire européen qui touche 7 000 balles plus 5 000 balles pour ses dépenses et le secrétariat, c'est immérité. Voilà des exemples de récompenses imméritées dans notre société. Et John Galt dit qu'il est en grève contre ça. Et il est aussi en grève contre les devoirs non récompensés. Parce qu'en plus de payer le parlementaire européen 12 000 balles ou 13 000 balles, lorsqu'on cumule tous les avantages qu'ils ont, on va taxer le pauvre artisan, le pauvre plombier, 65% sur le petit joint qu'il a posé ou sur la petite intervention qu'il a fait en sortant de chez lui, en prenant la fourgonnette, le camion, le machin, avec le risque, avec la fatigue, avec... Voilà ce que nous dit John Galt dans son discours. Pour rappel, le livre a été écrit en 1957. Deuxième citation, et pour le coup, je finis mon podcast avec ça. 2 points, ouvrez le guillemet. Vous pouvez éviter la réalité, mais vous ne pouvez pas éviter les conséquences d'avoir évité la réalité. Vous pouvez éviter la réalité, mais vous ne pouvez pas éviter les conséquences d'avoir évité la réalité.
Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.